Je vais commencer tout seul, Benoît va arriver, il discute un peu avec des gens là-haut et il nous retrouve. Ok, d'accord. Eh bien, le temps pour moi de faire les remerciements d'usage, mais de toute façon sincères. Merci au nouveau directeur Francis Nani, Sébastien Azopardi, merci beaucoup de nous accueillir. Merci également à Emmanuel Tachoir, l'administratrice du Théâtre Michel, qui nous accueille et qui a rendu cette rencontre possible. Merci à elle. Et puis aussi, un grand merci aux comédiens. Vous avez remarqué qu'ils ne s'économisent pas. Merci à eux de jouer ce soir les prolongations. Amaury de Crayoncourt et Benoît Solès. Merci d'être venu, c'est sympa. Alors, comment ça va se passer? On va faire les présentations. Donc, je vais présenter le petit groupe là. Quand je dis le petit groupe, on est 69 ce soir, donc c'est un joli groupe. Et puis après, je vous ai C'est un chiffre bizarre. Tu ne commences pas, toi. Donc, présentation de l'association, et puis après, je vous ai préparé une petite question de présentation, et puis après, on parlera évidemment de cette pièce formidable, puisqu'on est là pour parler de cette pièce. Alors, question présentation, qui sommes-nous? Nous sommes l'association Petit Théâtre entre amis. Voilà, vous avez compris, on est des amis, des amoureux, des amateurs du théâtre. Ça fait 18 ans qu'on se bat pour faire venir le public au théâtre et leur proposer finalement tous les genres théâtraux possibles. Pour vous donner une petite idée, on sort de la Dama Boba au Théâtre 13 de la Vega. Formidable, rien à voir avec ce soir, c'est ça qu'on aime dans cette association. On l'a vu aussi, ouais, c'était bien. Alors, question présentation, parce qu'on est dans les présentations, ça commence, ça tombe bien que vous soyez là, puisque j'ai une question pour vous, Amaury. Alors, on est très content de vous revoir. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, ne répondez pas comme ça. J'aurais laissé là. On s'est vu. Reporter d'histoire. Bien, ça fait plaisir. Vous pourriez dire, je n'ai pas changé. Vous avez même rajeuni. Oh, quel comédien! Il joue bien, je savais qu'il jouait bien. C'était en 2013, c'était pas si loin, c'était en 2013. Super pièce, super rencontre. Pas très bien climatisé, hein, le studio des Champs-Élysées, hein, c'était un long couloir. Mais bon, super pièce, super rencontre. Voilà, Benoît y arrive. Et vous sortez du studio Théâtre Daniel, donc on vient en voisin, puisqu'on est une association de Courbevoie. Ah, très bien. Vous avez fait quelques apparitions. Bonsoir. Donc là, vous n'avez pratiquement rien manqué. Je le disais simplement qu'on était des passionnés de théâtre. Okay. Ça fait 18 ans qu'on va au théâtre et qu'on se bat pour faire découvrir les différentes formes de théâtre. Et simplement pour que vous soyez raccord avec Amaury, nous sommes l'association Petit Théâtre entre amis. Ok. Voilà. Donc il n'y a rien à craindre ce soir, on est entre des gens de bonne compagnie. Génial. Alors, donc j'en étais à la présentation. Oui, donc je vais vous poser une question à chacun de présentation, et puis après, évidemment, on parlera de cette formidable machine de Turing. Alors, donc j'en étais à Amaury de Crayoncourt. Je lui disais qu'il avait fait quelques apparitions au cinéma, là récemment, Pupille, enfin récemment cette année, Pupille de Jeanne Herry. Vous êtes bien connu, Amaury, des téléspectateurs, Julie Lescaut, Police Scientifique, Nos chers voisins, le Bureau des légendes, et évidemment, moi j'adore Parents mode d'emploi. Et puis, puisqu'on est là pour parler théâtre, depuis 2002, et cette excellente pièce d'Éric Humenechuk, Le Visiteur. En fait, vous n'arrêtez pas, depuis 2002, c'est 12 pièces que vous avez faites. Donc, voilà, il ne faut pas être un grand matheux là pour le coup, c'est à peu près une pièce par an. Et moi, ce qui m'a intéressé, donc, voilà, j'ai isolé un seul point. Vous allez dire que c'est réducteur, mais voilà, on n'a pas le temps. Donc moi, j'ai un point qui m'a interloqué dans votre profil, c'est cette incursion dans l'univers de l'enfance, de la petite enfance même, hein, les 4 ans et un peu plus. C'est cette collaboration avec Domiti Lutz, le fantôme de l'opéra, les petits bonheurs, les balades enfantiles, l'ours et le soleil. C'est marrant. Vous pouvez nous parler de cette facette pas très connue finalement de votre parcours? Alors oui, on a un petit duo qui s'appelle Domiti et Amaury. Effectivement, on reprend des chansons du patrimoine français et on fait des livres CD pour enfants. On reprend du Trenet, du Vian, du Bourvil, du Prévert. Et voilà, ça s'appelle Domiti et Amaury. Et on en est maintenant à notre 10e album. Voilà, on est chez Vagram, c'est eux qui nous voilà, donc on a
qui est un label de musique, donc j'ai un peu deux casquettes de chanteur et de comédien, et c'est un truc que j'adore faire parce que voilà, on a eu la chance dans un des disques de reprendre des chansons de Jacques Prévert, et Eugénie Prévert, la petite fille du poète, en écoutant ce disque, nous a demandé de faire un disque hommage à son grand-père, qui s'appelait Simple comme bonjour, qu'on a fait en 2017, où pendant un an, voilà, on a fouillé dans les textes de Prévert, on était à Cité-Véron, vous savez, dans son bureau derrière le Moulin Rouge, à fouiller dans les textes de Prévert pour trouver des inédits. Donc dans notre disque, il y a aussi bien les feuilles mortes ou le cancre, que tout le monde connaît, que des chansons totalement inédites de Jacques Prévert. Donc c'est une aventure que j'aime beaucoup, et effectivement, on chante pour les enfants. Moi, j'ai une petite fille qui a eu 20 mois aujourd'hui, alors du coup, je suis très heureux de faire ça aussi, et de faire écouter les chansons du patrimoine français. Et donc il y a des bouquins avec un CD qu'on peut acheter, c'est ça? Partout, à la FNAC, partout. Ouais. Dans les bonnes librairies, comme on dit. Voilà. J'ai vu des extraits du spectacle, c'est très poétique, les décors, un petit peu en carton, là. Enfin, ça fait comme un livre d'images. Exactement. Comment? Domiti et Amaury. Amaury, Domiti. Voilà. Il y a Amaury qui est à côté de nous. Alors Benoît et non Bruno, apparemment on vous appelle souvent Bruno, donc Benoît Solès, c'est pas grave, Benoît Solès, là aussi on aurait pu se rencontrer, on s'est raté apparemment de peu, puisque on a programmé avec l'association Rupture à domicile, et on a rencontré Olivier Citruc, on a rencontré Hélène Cesaret, et ce soir-là, mais c'était pas vous qui jouez le Pauline, c'était Tristan Petit-Girard en personne, c'était en 2015. Alors j'ai cherché pourquoi on s'est pas rencontrés, parce qu'en 2015 vous faisiez Cyrano de Bergerac, peut-être. C'est ça, en fait, j'avais créé la pièce avec Olivier Citruc et Hélène Cesaret, et j'ai arrêté pendant 6 mois pour jouer Cyrano de Bergerac. Donc c'est l'auteur Tristan Petit-Girard qui m'a remplacé, que j'ai vu jouer, et puis je suis revenu après jouer le rôle. Je l'ai joué 400 fois ce rôle. Donc on s'est raté vraiment de 6 mois, quoi. Ah ouais. Mais c'est pas grave. Vous avez vraiment choisi le mauvais moment. Et on répétera, Tristan Petit-Girard. N'y manquez pas. Je confirmerai. Alors, là aussi, donc, je balaye très rapidement le parcours, mais je vous poserai une petite question qui m'a interpellé dans votre parcours, je crois que vous allez voir venir. Après des études en hippocane que vous avez arrêté sur les bons conseils, apparemment je ne suis pas trompé, de Pierre Palma, qui vous a encouragé à intégrer le Conservatoire supérieur d'art dramatique de Paris. Vous avez donc débuté dans les spectacles de Roger Louret, La Java des mémoires, Les années prises, que j'ai vu, quelques apparitions au cinéma, c'est Michel Blanc qui vous a mis le pied à l'étrier avec l'excellent Embrassez qui vous voudrez, et puis très présent à la télévision. C'est pour vous, mesdames, plutôt, c'est pas, Les vacances de l'amour, Plus belle la fille, voilà, et alors, pourquoi tu rigoles? Et puis surtout le théâtre, parce que nous, c'est ça qui nous intéresse, ça reste votre priorité. Alors depuis 1994, et La folle de Chaillot de Giraudoux, mise en scène Jean Tardieu. Jean-Luc. Comment? Jean Tardieu, c'est l'auteur, Jean-Luc Tardieu, le mise en scène. Jean-Luc Tardieu. Très bien, ok. Ça casse. À la moindre erreur, donc vous avez joué. À la deuxième erreur, je pars. Vous commencez à rentrer dans son jeu, on n'a pas fini. Alors, donc vous avez joué depuis 1994, 32 pièces. 32 pièces, et alors là, forcément, hein, il y a de tout, il y a du Molière, il y a beaucoup de Shakespeare, j'ai vu, il y a du Tchekhov, il y a du Feydeau, et il y a même donc ce fameux rôle de Cyrano. Alors vous êtes comédien, vous êtes auteur, on l'a vu ce soir, mais vous avez écrit aussi une autre pièce sur Tennessee Williams. Et c'est là où vous me voyez venir, vous êtes aussi élu du 3e arrondissement sur la liste de NKM, Nathalie Kosciusko-Morizet, depuis 2014. Alors moi, la question que je me pose, c'est pourquoi cet engagement politique, et aussi d'ailleurs sur une liste de droite, parce qu'on pourrait penser que la culture, c'est plutôt traditionnellement à gauche, donc c'est étonnant cet engagement à droite et auprès de Nathalie Kosciusko-Morizet, et aussi, là je vous pose la question, est-ce que vous pouvez dire devant les électeurs, monsieur Solès, est-ce que vous serez candidat en 2020 ? Ce qui est étrange, c'est de penser que la culture est de droite. La culture, comme l'environnement, comme la propreté, comme le logement, ne sont ni de droite ni de gauche. Il y a des façons de droite ou de gauche, et on sait qu'aujourd'hui, ces deux notions-là paraissent souvent bien confuses et bien dépassées. Donc moi, ce qui m'a emmené vers ça, c'est que à un moment de
ma vie d'homme, disons, je trouvais que être simplement comédien ne me suffisait pas. Non, je m'explique. J'avais besoin de faire quelque chose qui me sorte un peu de ce côté très sur soi qu'est la vie de comédien. La vie de comédien, on joue des rôles, on rencontre plein de gens, on a une vie assez incroyable, mais on est quand même très connecté à ses émotions, à son image, tout ça. Moi, j'ai vraiment besoin d'un truc qui soit dirigé vers les autres d'une façon différente. Donc j'ai cherché un engagement qui soit associatif, humanitaire même, et puis NKM m'a demandé de contribuer à son projet culturel, tout comme d'ailleurs Delanoë l'avait fait auparavant, mais je n'avais pas été candidat. Mais là, bon, voilà, dans mon arrondissement, j'ai voulu être candidat. C'est de la politique à un échelon municipal sur l'élaboration du projet, mais après, d'être conseiller municipal, c'est vraiment la politique de la vie du quartier. C'est hyper passionnant. Ce que je pense d'ailleurs dans la politique est un domaine bien complexe, un des étages où la politique se fait encore d'une vraie façon au service des gens. Et voilà, je trouvais ça hyper intéressant. Le mandat, il est encore en cours. Et je ne sais pas du tout, si j'aurais envie de me représenter. Il y a simplement un candidat qui, d'ailleurs, c'est marrant, c'est cohérent avec ce que je viens de dire, qui se présente en dehors des partis à Paris, qui s'appelle Bournazel, qui est un jeune élite du 18e. Et c'est pour l'instant avec lui que j'aurais envie de travailler. Mais bon, voilà, c'est ni plus ni moins. Donc lui, il est sans étiquette, c'est ça? Ouais. Enfin, il se présente, il a une étiquette qui s'appelle Agir. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on appelle les constructrices. Mais Il se présente au-delà des partis. Je pense qu'aujourd'hui, il faut peut-être un peu dépasser ce clivage, même s'il y a des grands thèmes et des grandes avancées qui sont dues à la gauche ou à la droite. C'est cohérent avec ce que vous dites, la culture, c'est ni de droite ni ça, de c'est gauche. sûr. Et on est bien d'accord. Ça, c'est sûr. On est bien d'accord. Je vais vous poser une question simplement. Votre engagement politique, c'est voire même du militantisme. Je suppose, car vous êtes très, très engagé. Nous étions rencontrés il n'y a pas tellement longtemps, justement à la signature du livre de votre ami. Ah oui, je me rappelle, N'est-ce pas, dans le 18e. Exactement. À la Bonne Franquette. Ah ouais, à la Bonne Franquette. Ouais, je me rappelle. Et justement, est-ce que votre engagement ne vous empêche pas d'appréhender certains rôles ou certains textes? Parce que non. Des fois, ça pourrait aller à l'encontre justement de... Non, vous savez, madame, un comédien, a fortiori les comédiens connus, donnent leur avis sur comment doit marcher le monde. Moi, j'estime que c'est pas du tout là Moi, je ne m'engage pas en tant que comédien, je m'engage en tant qu'homme, en tant que citoyen. Et en tant que citoyen, j'ai des idées. Mais mes idées, je les mets au placard quand il s'agit de défendre un rôle. Moi, je suis un interprète. Et si je dois jouer, alors que je suis, disons que moi, citoyen, je me place disons, au centre droit, ce sont mes idées, et ce sont les miennes, et je les revendique, et je serai toujours prêt à en discuter. En tant que comédien, je pourrais jouer avec une passion que vous n'imaginez même pas, Robespierre ou n'importe quel révolutionnaire cubain communiste, vous voyez. Et je le ferai avec une grande passion, et en plus en cherchant dans l'idéal de cet homme quelle est sa raison d'être, de penser comme ça, et au fond de moi-même, et ça vous ne le saurez pas, qu'est-ce que cet homme-là peut m'apprendre à moi, homme de centre droit. Bon, très bien. Ce n'est pas une réunion politique, donc on va arrêter là. Mais les Français adorent la politique. Bien sûr. Et je serai candidat en 2020. Non, il l'a fait. Alors, parlons de la machine de Turing et donc bien sûr de la genèse de cette histoire. Vous dites, Benoît, que vous avez écrit cette pièce par hasard. Alors, par hasard, c'est-à-dire que vous étiez en train manifestement d'écrire une autre pièce. Oui. Et puis, vous pouvez nous expliquer? Voilà, ça remonte à 10 ans. Je travaillais sur une autre pièce qui tournait autour d'un tableau. Dans ce tableau, il y avait une pomme. Et donc, je recherchais la symbolique de la pomme. Tout ce qui... voilà. C'était pour avoir une forme de nourriture, pour travailler et avoir des idées. Et donc, je suis allé sur Wikipédia. Vous savez, ce truc qu'on connaît tous. Et j'ai tapé symbolique de la pomme. Il y avait une page, d'ailleurs, qui était... voilà. Alors, Newton, la conserve universelle, Adam et Ève, tout ça. Et à la fin... il y avait une ligne qui m'a vraiment interpellé, qui parlait d'Alan Turing et qui renvoyait à Blanche-Neige, à la pomme de Blanche-Neige, et à la pomme d'Apple. Alors, je ne connaissais pas Alan Turing, il y a 10 ans, il n'a pas été réhabilité, il n'y a pas eu le film, et je me dis quel est cet homme qui peut avoir un lien et faire le lien entre Blanche-Neige et Apple, même si on sait que cette histoire est contestée. Donc j'ai cliqué tout simplement sur la page Alan Turing et j'ai découvert l'existence pourtant bien peu relayé de cet homme, ce mathématicien anglais dont on vient de voir l'histoire. Et j'ai immédiatement pensé
d'une part qu'il fallait participer à sa réhabilitation, que c'était important parce qu'il avait été effacé des tablettes de l'histoire d'une façon extraordinairement injuste, et puis d'autre part, le comédien que je suis a tout de suite senti comme une vibration, une envie de l'interpréter, de le défendre, et aussi l'auteur très débutant que je suis a senti que ça pouvait être une espèce de héros de théâtre absolu, avec ce parcours historique, scientifique, tragique, et un peu romantique aussi, avec cet homme éperdu d'amour et qui se tue, dans ce geste un peu quand même étrange et romantique à la fois. Donc je me suis dit, il y a là une espèce de héros absolu, et un homme en plus qui serait bon de réhabiliter. Donc j'ai vraiment immédiatement su que j'allais entreprendre ce travail, ça m'a pris du temps. Et puis ce film m'a doublé. Et quand le film est sorti, j'étais bien déçu. Je me suis dit, bon, l'idée est prise, et puis je l'ai vu. Et c'est le fait d'avoir vu le film qui m'a redonné envie d'écrire la pièce, parce que dans le film, je trouvais qu'on l'avait montré sous un jour très poli, très mondain, un peu comme un scientifique dandy, un peu étrange mais pas trop, un peu gay mais vraiment pas beaucoup. Hollywoodien, quoi. Voilà, et je trouvais que c'était injuste de l'avoir assagi, lui qui était si sympathiquement fou, si génialiement extraverti, si étonnamment curieux de tout, et qui ne méritait pas, après avoir été oublié et jeté aux oubliettes, il ne méritait pas une réhabilitation, certes universelle, mais en demi-teinte. Je trouvais qu'il fallait le montrer dans sa vérité, dans ses aspérités. Il était bègue, il était pas complètement mal mis, il était probablement Asperger, il était d'évidence homosexuel. C'est d'ailleurs pas la moindre des choses dans sa trajectoire, cet état-là. Donc je voulais, modestement mais fermement, le montrer tel que je pensais qu'il était. Et vous dites qu'il est autiste, il a une part d'autisme? Oh oui, il était... le diagnostic d'Asperger, l'expression même, est contemporaine de Turing. Donc lui, on ne lui a pas dit, quand on l'a vu, « Ah, t'es un Asperger », parce que c'était en train d'être inventé. Mais il était d'évidence très proche d'une... Mais après, c'est difficile de classer les autistes dans des cas, parce qu'il y a autant d'autisme que d'autistes. Mais lui se rapproche de ce qu'on appelle un Asperger, c'est-à-dire un autiste capable quand même de communiquer, extraordinairement brillant intellectuellement, avec d'ailleurs une rapidité intellectuelle qui confine à quelque chose qui peut être gênant, et puis aussi une grande entrave, une grande incapacité dans les rapports sociaux, et dès qu'il est soumis à une forme d'émotion. C'est réussi en tout cas. Merci. Vous bien aimé, hein. Il faut savoir qu'après, on va demander aux adhérents sur notre site internet de noter la pièce, et je sens que la note va être bonne. Puis après, il y aura peut-être les Molières, on en parlera tout à l'heure. Alors, attends, c'est vrai que vous avez mis 3 mois pour écrire la pièce, 15 octobre 2017. Oui, voilà, en fait, bon, j'avais nourri ce sujet et beaucoup de recherches, et lu tous les documents, une biographie extraordinaire. Voilà, on fait des recherches parce qu'entre-temps, tous les documents ont été déclassés, donc on pouvait y avoir lu les autres ouvrages, autres pièces, films, téléfilms qui avaient pu se faire, j'ai tout vu. Et puis après, l'idée vraiment de revenir sur le sujet, elle m'a été... Je l'ai lu parce que je prenais un petit déjeuner avec le président du Festival d'Avignon, du Off, et qui m'a dit, tiens, pour le Off 2018, on était un an avant, il me manque, dans une petite salle toute petite, une pièce, est-ce que tu n'as pas une idée, tu n'as pas des copains? Et je me suis vraiment entendu lui dire, si, j'ai une idée, j'ai un sujet assez ancien sur Turing. Il m'a dit, d'accord, mais c'est 1h20, 2 acteurs. Ah d'accord. Alors maintenant c'est plus long parce qu'ici on a plus de temps. Et donc j'ai écrit la pièce. Il m'a dit, est-ce que je peux la lire? Je lui ai dit oui, donc je vais la finir. Voilà. Je l'ai écrite dans cette optique-là, donc une pièce courte à 2 avec cette scénographie. Et finalement ces contraintes d'écriture avignonesque m'ont aidé à finaliser cette pièce que donc j'ai écrite en 3 mois, alors que je jouais Rupture à domicile au Splendide. Le soir, je rentrais et j'ai écrit la pièce. D'accord. Et donc c'était vous, Amaury, qui était aussi sur la distribution d'Avignon? Oui. D'accord, ouais. Dès le départ. Et donc apparemment... Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Apparemment ça a marché très très rapidement, vous êtes rendu compte rapidement du succès? Ouais, en fait c'est vrai qu'on a eu cette chance dingue. Le spectacle a eu cette trajectoire donc assez étonnante au départ, effectivement. C'est un auteur qui écrit pour deux acteurs, il n'y a pas de production, il n'y a pas d'argent. C'est ça qui est intéressant aussi
ce spectacle est un cas d'école de ce qui peut se passer quand on a une idée, qu'on la couche sur un papier et que ça devient ensuite un spectacle produit. Il y avait des gens qui souhaitaient nous accompagner, Thibaut Houdinière, mais c'était pas encore clair exactement de quelle façon il allait nous accompagner. Et donc on a fait une lecture, il y a maintenant un peu plus d'un an, en janvier de l'année dernière, une lecture pour attirer justement l'argent, les producteurs, les théâtres. Et à la fin de cette lecture, qui était vraiment une lecture, c'est-à-dire qu'on était sur notre chaise à lire ce texte, voilà, là tout le monde a dit où est-ce qu'on signe, c'est parti. Thibaut Houdinière a dit vous n'allez pas dans ce petit théâtre dont Benoît parlait, mais vous allez chez moi dans mon théâtre, donc un théâtre actuel à Avignon. Je produis entièrement la pièce. Un autre producteur, justement le producteur du Porteur d'Histoire, des pièces de Michalik, Acmé, est venu en coproduction aussi. Et c'est devenu comme ça cette histoire. Mais ce qui est beau, tout ça est bien, il nous a permis de monter la pièce, de faire un décor, une création musicale, une création vidéo. Mais ce qui est beau, et ce vers quoi on revient toujours aujourd'hui, qu'on a du succès, qu'on va faire une grande tournée, c'est de se souvenir qu'au départ, le metteur en scène, Tristan Petit-Girard, Amaury et moi, on s'est tapé dans la main en disant on y va avec une camionnette, avec les costumes de mamie et de papy, avec on croyait dans cette histoire. On louera un appart, on dormira dans le salon, peu importe, mais on y va. Quoi qu'il arrive, on le fera. Et on était prêt à le faire sans rien. Et je trouve que c'est bien de se dire qu'on a cette foi-là et cette espèce d'essentiel-là. Parce que quand la production, le succès viennent, c'est chouette. Mais au début, il y avait ça. La passion de défendre un projet. Au début. Ouais. C'est bien. Et après, c'est vrai que ça a été un bouche à oreille incroyable. En fait, on a démarré à Avignon avec 30 personnes dans la salle. Avignon, voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce festival, mais c'est 1700 spectacles, c'est colossal. Des spectacles de 10h du matin à 10h du soir, tout le temps, partout. Et donc voilà, il s'agit de dire aux gens, venez nous voir. Alan Turing, il y a eu effectivement le film, mais c'est pas évident d'accrocher les gens sur ce sujet-là. Donc 30 personnes le premier jour, 90 le deuxième, 130 le troisième, et on était complet du quatrième jour jusqu'à la fin. Et on refusait des gens, et quasiment tous les soirs, on a des gens qui viennent. C'est pour ça qu'on a un peu hésité, d'habitude on retrouve les gens dans le hall. Et dans le hall, on trouve des gens qui nous disent on n'a pas réussi à venir à Avignon, donc on est content d'être venu ici. Et c'est vrai que sur la fin, on refusait une cinquantaine de personnes par représentation. Parce que donc ça a eu un bouche à oreille assez fort. Et d'ailleurs, on compte sur vous pour en parler. Ça va être fait, ne vous inquiétez pas. Alors, puisqu'on parle du... Non, le sujet était quand même assez évident. C'est vrai que l'histoire, ça rejoint l'actualité de manière saisissante. Oui, c'est pour ça aussi qu'il y a eu cette rencontre. Ouais. Mais c'est vrai que quand on est dans la rue avec des flyers d'un spectacle, à dire voilà, c'est pas évident d'accrocher sur ce sujet à la base. Après, effectivement, nous on est très sûrs de notre coup, et effectivement, on ne dit pas qu'on ne comprend pas le succès. C'est juste que le tout départ, l'étincelle, c'est jamais évident, quelle que soit la qualité du spectacle, de faire venir des gens dans une salle en disant je vous jure, il est bien le spectacle. Cette chose-là n'est pas facile. Bah oui. L'histoire renvoie à l'actuel. Complètement. C'est ça qui est... Oui, parce qu'au-delà même de Turing, tu sais, s'il est central là-dedans, c'est une pièce qui parle de la différence de façon universelle, que l'on soit homosexuel, mais qu'on soit autiste ou bègue, ou simplement différent, qu'on s'habille différemment, ou simplement qu'on pense différemment, ou qu'on dise une vérité, ou ce que l'on pense être une vérité trop tôt. La réponse universelle, en général, des sociétés dans ce cas de figure, c'est la défiance, le rejet, la stigmatisation, et ça va même jusqu'à la condamnation. Voir tous les prophètes, voir tous les scientifiques qui ont eu des idées trop justes trop tôt, Turing là-dessus. Et donc voilà, ça touche finalement à toute forme de différence, et je pense que ça touche les gens aussi au cœur, parce que ça instruit, mais aussi parce que ça nous fait nous questionner sur notre rapport à la différence. En quoi on se sent différent nous-mêmes, ou en quoi on a parfois jugé quelqu'un parce qu'il était différent. Je vais te donner la parole. J'ai vu que vous aviez été étonné de voir que dans la salle, il y avait, selon certaines représentations, un public familial. Oui. Est-ce que, compte tenu du sujet, qui est quand même grave, est-ce que vous avez hésité, est-ce que vous avez posé la question de mettre un avertissement déconseillé au moins de 12 ans? Non, je pense que les parents qui emmènent des enfants
enfin des mineurs, savent ce qu'ils font, mais je dois reconnaître qu'au début de l'exploitation ici à Paris, quand on a vu arriver des parents avec des ados, par exemple, parfois, ou des jeunes ados, on se demandait si c'était pas trompé, s'ils ne pensaient pas aller voir le truc à côté, ou tout ça. Et les parents, on envoyait même parfois une ouvreuse dire mais vous êtes sûr? Il y a par exemple, il y a un baiser, tout ça, et les parents disaient on sait très bien ce qu'on vient voir, on sait très bien comment ça finit, et on veut montrer ça à nos adolescents, parce qu'on veut qu'ils comprennent d'où viennent leurs machins comme ça, et puis on veut peut-être qu'ils réfléchissent à pourquoi dans la cour de récré, un petit garçon, parce qu'il est un peu différent, se fait taper sur la gueule. Et les parents, je pense, le font en conscience. Et je trouve ça très bien, personnellement. Joël. Lionel. C'est la deuxième erreur. Non, non. J'ai une question. Vous avez étudié le personnage à fond. Il y a quelque chose qui est quand même curieux, c'est que il accepte, lorsqu'il casse la machine Enigma, de se taire, d'accepter donc des morts qui vont être annoncés, et ça c'est très bien montré dans le film d'ailleurs, oui. Et qu'à la fin, et là son ami lui glisse à l'oreille en disant « renie-toi un petit peu oui. et tu t'en sors oui. ». Et pourquoi il a... Je vais vous répondre. Parce voilà. que le choix... non, mais vous comprenez la question. Bien sûr. Le choix de se taire, le choix de se taire sur sa contribution importante à la cryptanalyse d'Enigma, c'est pas un choix, c'est une obligation. C'est un contrat passé avec le gouvernement. Tous les gens qui travaillaient à Bletchley Park devaient signer un contrat de confidentialité, et si ce contrat était brisé, c'était passible de haute trahison et donc de la peine de mort, ou l'équivalent. Et donc, d'accepter qu'après on puisse lire les messages des Allemands grâce à Turing, que des navires continuent d'être coulés, c'est le choix de Churchill. C'est un choix ô combien lourd et difficile, mais c'est un choix aussi que l'on comprend, parce qu'il l'explique. Donc, il dit, voilà. Et là-dessus, Turing, on ne l'a pas demandé son avis, on lui a dit, tu as décrypté le machin, maintenant tu te tais, et nous prenons les décisions. Donc là, ce sont des décisions qui sont prises pour lui ou qui lui sont imposées. En revanche, il n'a jamais brisé son serment, et devant la cour, pour se disculper ou dorer son image, il n'a jamais dit « j'ai décrypté Enigma ». Il a respecté cette part d'engagement. Mais ce silence si pesant qu'il ressentait, il pouvait, en ce qui le concerne, en ce qui concerne sa vie privée, s'en défaire et, en assumant les conséquences, dire devant un tribunal « je suis homosexuel ». Donc, ce qu'il fait de façon consciente ou inconsciente, et je n'ai pas la réponse de pourquoi, c'est qu'il va porter plainte pour un larcin. Oui. Il va quasiment dire, avec marqué sur son front « je suis homo » devant un flic. Ce faisant, il va tellement loin que le flic est obligé de poursuivre la plainte initiée par Turing, comme Oscar Wilde. Même trajectoire. Une fois qu'il est devant le tribunal, il pouvait en effet dire je nie, je me suis trompé, j'arrête tout. Il va au bout. Une fois qu'il est devant la barre, il dit « je suis homosexuel », donc à ce moment-là, la machine judiciaire est obligée de le condamner. Une fois que la condamnation est tombée, c'est le choix entre la castration et la prison. C'est la loi de l'époque de 1885 qui choisit la castration, il la traverse entièrement, une fois qu'il l'a traversée, il se tue. Donc il y a là une volonté, un rapport à la vérité, de dire « j'ai dû me taire toute ma vie sur ce que j'ai fait, mais j'ouvrirai ma gueule sur ce que je suis maintenant ». C'est ce que je pense. Qu'est-ce qui explique la classification pendant 50 ans du dossier? C'est comme, vous savez, c'est comme les dossiers sur l'assassinat de Kennedy, c'est des dossiers secret défense qui doivent contenir sans doute des choses dangereuses, et on les classe, et puis voilà, hein, c'est classé, et puis c'est ainsi. Le fait d'avoir accepté de laisser couler des... Probablement que ça devait les embarrasser quand même. Ils ne pouvaient pas... voilà. Ils devaient quand même avoir une difficulté d'assumer devant leurs contemporains
que des garçons, des boys, se sont fait tuer sur les navires, alors qu'on savait très bien que les sous-marins allaient les targeter, quoi. Et c'est aussi le code, ce code du décryptage, le mode d'emploi du décryptage, il aurait surtout pas fallu que ça sorte. C'est d'ailleurs pour ça que dès le début, il y a ces fameux milliers de vies qui sont sacrifiées pour en sauver des millions, parce que si tout d'un coup tous les navires étaient sauvés, ils auraient tout simplement changé leur code. Ouais. Et le fait de pouvoir en choisir certains a fait que... Et donc c'est pareil, de classifier pendant 50 ans, ça fait que ce secret de comment on a brisé le code, il fallait surtout pas que ça sorte. On sait que pendant la guerre froide, l'arme la plus puissante, c'était l'information. Et ce dossier, il en était plein. Et les questions de cryptanalyse ont continué d'avoir cours pendant la guerre froide. Vous savez que ce qu'on appelle le téléphone rouge, qui n'est pas un téléphone de couleur rouge, mais c'est ce qu'on voit dans les films. Mais c'est une expression, c'est une ligne donc codée, encodée entre Roosevelt et Churchill. Et évidemment, qui a encodé? C'est qui? Turing. Et il a fait un voyage aux États-Unis et Turing est l'encodeur Donc évidemment, il avait beaucoup de secrets, il en détenait beaucoup, et eu égard à son caractère enfantin, curieux et pour le moins étrange, les services secrets trouvaient qu'il y avait un delta très inquiétant entre la qualité des secrets qu'il détenait et la fragilité psychologique supposée du personnage. Et donc, à cet égard, il était surveillé. C'est pour ça que quand il va porter plainte pour son histoire de garçon, immédiatement, le MI6 est dessus et dit qu'est-ce qu'il va dire, est-ce qu'il va parler, est-ce que tout ça. Et donc, il est toujours surveillé, donc il a ce poids. Ça aussi qui est... On lui a interdit de... C'est un vrai score, 2h46 en marathon, il avait vraiment des scores de marathonien incroyables. Il était sélectionnable au JO pour représenter la Grande-Bretagne au JO, et on l'a interdit de participer aux Jeux Olympiques parce qu'évidemment, au JO, qui dit JO dit le monde entier et potentiellement. D'accord. Il se sait surveiller, il est conscient. Oh oui, il se sent surveillé. Il y a eu une biographie, vous avez dit. Oui, il y a une biographie assez extraordinaire de Andrew Hodges. En anglais donc alors. Ouais, qui est assez dur à trouver, qui s'appelle Alan Turing ou l'énigme de l'intelligence, et qui vraiment est un condensé incroyable de tout, de sa vie, de ses travaux. Voilà, et donc je me suis évidemment beaucoup servi de ce livre. Mais il y a des archives. Oui, et aujourd'hui, vous avez accès. Oui, il y a un site internet. Il y a un laps de temps au-delà duquel on peut. Oui, alors voilà, beaucoup de choses sont déclassées, et tout est listé, tous les papiers, les documents, les articles. Notamment les archives personnelles sont entièrement scannées et consultables. Vous tapez archives Turing sur Google et vous accédez à un site où vous trouvez des cartes postales de lui enfant, la lettre qu'il écrit à Madame Morcom après la mort de Christopher, l'autopsie de son décès, les actes d'accusation du tribunal, et c'est incroyable. Le personnage du sergent Ross est imaginé. Il est dans la pièce ce qui est le plus romanesque. C'est-à-dire que Hugh Alexander existait, il était ce champion d'échecs, mais je lui donne un peu la psychologie de Denniston, qui était le patron de Bletchley et qui était très contre Turing, celui qui a vraiment voulu lui casser sa machine. Et Turing écrit à Churchill, et Churchill finalement le court-circuite ce Denniston. Donc Alexander a cette personnalité. Le Arnold Murray est assez proche de la vérité, on sait beaucoup de choses de lui. Et en revanche, l'histoire d'amitié, ce qu'il y a de plus romancé, mais elle me permet un peu d'attraper le spectateur par la main à travers cette espèce de chemin d'amitié que fait ce flic qui part de la défiance jusqu'à une forme d'admiration, est un peu le chemin que j'espère le spectateur fait en se disant au début qu'est-ce que c'est que cet engin, surtout des gens qui ne connaîtraient même pas Turing, et puis à la fin, après tout ce qu'on apprend, tout ce qu'il a fait, on se dit waouh quand même. En fait, il a existé, Ross, mais c'est vrai que c'était un binôme de policiers. Oui. Ils baladaient par deux, ils étaient deux à débarquer chez Turing. Donc voilà, mais pour raconter une histoire, effectivement une histoire d'amitié, un lien fort, c'était plus facile de... L'attachement, vous l'avez créé. Ouais, oui. S'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Bravo. Merci. Merci pour le moment. Je voulais savoir, Benoît, si vous étiez, le travail sur le corps, juste pour si vous étiez aidé, si ça a mis du temps, si ça... Alors, le travail sur le corps, déjà, à la base, il avait collecté toutes les informations que l'on pouvait sur lui, donc à la fois
ce personnage très entravé, très maladroit, ne pouvons pas prendre un truc sans le faire tomber, se tâcher, assez maladroit avec ses mains, et paradoxalement étant un artisan, un ouvrier, parce que la machine, avant qu'elle devienne informatique, avant même qu'elle devienne électronique, elle est mécanique. Donc c'est un mécanicien qui construit avec des fils, des écrous, des machins, et qui est assez adroit en fait de ses mains. Toujours le paradoxe de Turing, un corps d'athlète avec une attitude d'enfant, donc un personnage un peu comme ça, toujours désaxé, qui a l'air toujours d'être un peu en déséquilibre. Et j'ai perdu 12 kilos pour m'approcher de ce corps-là. Et puis aussi tout le travail, disons, de la tension intérieure du bégaiement, qui est quand même une tension, quelque chose, une souffrance à sortir les mots quand une émotion le saisit. Et puis après, il y a une part aussi d'imagination dans une espèce de gestuelle comme ça, où ses mains l'aident presque à visualiser tout ce que son esprit galope. On voit tout un travail comme ça qui part de la vérité et puis qui se transforme un peu aussi pour faire un personnage. Et le décor, c'est vous qui l'avez imaginé aussi? Dans la pièce, j'avais imaginé un écran avec cette espèce d'image, de clip un peu du début, qui est un peu qui allait en appui de ce texte que je dis assis sur la chaise au début, et comme un peu l'équation de la pièce, qui est très claire, mais qui peut paraître quand même aussi un peu mystérieux, et quand on le réécoute à la fin, quand il est redit par tous les deux, il est normalement éclairé totalement par tout ce qu'on vient d'apprendre dans la pièce. Et après, le metteur en scène a quand même fait tout un travail de mise en harmonie de tout ça, et notamment de création vidéo. Il y a des photos que l'on voit sont des images que je suis allé prendre en Angleterre, je suis allé évidemment à Cambridge, à Bletchley Park, j'ai retrouvé la maison de Turing à Manchester, ce qui n'a pas été simple. Elle va être traduite. Ah ouais. Elle va être traduite en anglais. La pièce, oui. Elle est déjà traduite. On ne sait pas encore si elle va se jouer en Angleterre, ça se discute, mais les droits ont déjà été aussi pris en Allemagne, en Autriche, en Pologne et en Espagne. Alors parlez-nous de la tournée, il y a une grande tournée qui va... Il y a une grande tournée. Il y a une grande tournée qui démarre... Évidemment. Oui, bien sûr. Qui démarre au mois de juin avec le festival d'été, donc chez Nicolas Briançon à Anjou, à Ramatuelle, à Bonaguil, à Sarlat, à Avignon encore une fois. À Avignon bien sûr, et ensuite on démarre vraiment le gros de la tournée en Nouvelle-Calédonie en septembre. C'est dur. C'est très dur. C'est très loin surtout. Et on a comme ça 163 dates de tournée jusqu'en mai 2020 où on fait dire à Tahiti. C'est la plus grosse tournée. C'est pas pour se gonfler, c'est la plus grosse tournée en France depuis une dizaine d'années avec Edmond. Et c'est étonnant parce que c'est pas un spectacle où il y a des stars, c'est un spectacle où on parle de la vie d'un homme qui est, voilà, enfin ça pourrait paraître pas tout public, tout ça, mais malgré tout, la force de l'histoire et l'importance de Turing, parce que la seule vedette dans cette affaire c'est lui, voilà, fait que quand même cette pièce a voyagé énormément. C'est génial. C'est bien. On est très heureux. Ouais. Ok, donc il faut savoir que cette pièce, on va croiser les doigts pour vous, parce que vous le méritez, à 4 nominations au Molière, théâtre privé, le comédien pour Benoît, l'auteur pour Benoît et le metteur en scène pour Tristan. Ouais. Donc rendez-vous sur France 2, je crois, ouais. le 13 mai, oui. Et bon, on sera dans le poste. Ah ouais. Ouais. Allumer une bougie. Allez, on les applaudit très fort.